Premier salon de l'élevage au Burkina, l'on s'intéresse aux produits du pays parrain. La Côte d'Ivoire partage avec le Burkina ses techniques d'élevage des escargots. Manifestation en République démocratique du Congo, les notables de Béni s'indignent contre le massacre de civils. C'était ce mardi dans un contexte de campagne électorale. Vous êtes sur Truth TV. Bonsoir et bienvenue au journal. Le Sabel, salon de l'élevage du Burkina, bat son plein à Ouagadougou depuis hier. La Côte d'Ivoire, parrain de cette première édition, est venue partager son expérience dans le domaine de la pisciculture et de la châtaigniculture, l'élevage des escargots. Maxime Bambara. Pays invité d'honneur et parrain de la première édition du Sabel, Salon de l'élevage du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est venue exposer ses potentialités et partager son savoir-faire dans le domaine de l'élevage. Logé au pavillon Soleil Levant du Siao, le seul stand ivoirien n'a à première vue rien de particulier, mais pourtant attire des visiteurs. Mais vu de près, on découvre très vite ce qui fait objet de curiosité dans ce stand, les escargots géants. Et nous avons décidé d'apporter un échantillon d'escargots qui est une espèce en développement. Ce n'est pas un élevage, c'est pas une filière comme les filières bovines et autres, c'est une filière en développement pour montrer qu'aussi pour la sécurité alimentaire, on peut, à partir des protéines qui étaient à l'origine des protéines de cueillette, on peut en faire des élevages pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Gastéropodes se nourrissant essentiellement des fourrages et évoluant en milieu humide mais pas inondé, leur poids peut atteindre 300 grammes, d'où le nom d'escargot géant. Émerveillés à la vue de ces espèces, certains visiteurs sont déjà tentés par la châtaigniculture, l'élevage des escargots au Burkina Faso. Étant né en Côte d'Ivoire, les aliments que j'ai consommés là-bas me manquent beaucoup. Et à la vue de ces escargots, je me suis dit, mais comment en faire ici, vraiment, pour que ça prenne de l'ampleur? Parce que beaucoup de jeunes sont nés en Côte d'Ivoire et voudraient bien consommer, et qui sont au Burkina Faso, qui voudraient consommer ces aliments. Mais c'est très difficile. Mais si on peut promouvoir l'élevage des escargots au Burkina Faso, ce serait une très bonne affaire. Et je crois que je suis très intéressé pour tenter l'expérience. Et avec leur encadrement, je crois qu'on pourra le faire. Si M. Ouedraogo s'inquiète des conditions climatiques qui pourraient être un frein à ce type d'élevage au Burkina Faso, la directrice des productions d'élevage de la Côte d'Ivoire se veut rassurante. Les conditions sont propices parce que vous savez bien que le Burkina Faso, bien qu'étant un pays sahélien, a quand même une végétation qui peut permettre l'élevage d'escargots parce que les escargotières se mettent à l'ombre dans un endroit un peu humide. Et je sais que dans le sud du Burkina Faso, où le long des fleuves, c'est possible, parce que l'escargot a besoin d'humidité, il a besoin d'abri, et c'est là, je pense qu'on peut le faire un peu partout. À côté des escargots, la Côte d'Ivoire expose également à cette première édition du Sabel son savoir-faire dans le domaine de la pisciculture. Et pour ce deuxième jour du Sabel, c'est une délégation ivoirienne qui se dit déjà satisfaite de l'accueil et salue l'initiative de la première édition de ce salon, vitrine de l'élevage au Burkina Faso. Et c'est hier, 27 novembre 2018, que le président du Faso, Roch Kaboré, a présidé la cérémonie d'ouverture du Sabel. Il avait à ses côtés les ministres burkinabés et ivoiriens en charge de l'élevage. Abdoulaye Konaté. C'est sur ce geste que le président du Faso vient de lancer l'ouverture officielle de la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso. Placé sous le thème « Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale », ce salon a pour ambition collective d'améliorer la qualité des productions pour rendre plus compétitives dans un environnement difficilement contrôlé d'importation de viande et d'autres produits animaux extra-africains et qui fragilise les bases de l'économie familiale. Pour le président du Faso, Roch Christian Kaboré, c'est une initiative qui doit perdurer en ce sens qu'elle va rester un rendez-vous du donner et du recevoir. La première édition du Salon burkinabé de l'élevage, c'est une belle occasion qui est donnée non seulement de pouvoir faire des rencontres, d'échanger ensemble, aussi bien des Burkinabés, les producteurs, le ministère,
qu'avec également des participants qui viennent d'autres pays pour voir quels sont les chemins que nous allons faire prendre pour faire en sorte que l'élevage, qui joue déjà un rôle, on vous a dit c'est 18% du PIB, on vous a dit que l'élevage prend 1% du budget, il faut travailler à ce que ça aille plus loin. Aller plus loin, c'est du moins le vœu du président du Faso. Le secteur de l'élevage étant un puissant levier de lutte contre la pauvreté parce qu'il permet aux ménages les plus vulnérables d'accéder à des ressources monétaires substantielles, cela passe nécessairement par sa professionnalisation. Production, qualité de la production. Nous devons voir la compétitivité de nos produits. Et nous devons travailler en sorte qu'avec les pays qui nous entourent et également prennent nos productions, nous ayons un label qui soit certifié, de manière à ce que nous puissions vendre en dehors de nos frontières. Le second aspect, c'est que le Sabel également, c'est une occasion d'encourager les producteurs. Nous avons fait le tour, nous avons vu toutes les productions, qu'elles soient animales ou halieutiques, qui sont présentées ici. Nous avons vu tous les domaines qui relèvent également de l'élevage, à savoir la production de fourrage, etc., etc. Et je pense que c'est une occasion également de rendre visible l'action des Burkinabés dans le domaine de l'élevage. Sur ce, promesse a été faite par le président du Faso d'accroître le budget dédié à l'élevage, toute chose qui va donner plus de visibilité aux 10 ministères. Pendant 5 jours, les acteurs de la filière vont échanger et partager leur expérience afin d'en tirer le plus grand profit pour le bien-être du Burkina Faso et du continent africain. Le Haut Conseil pour la réconciliation nationale H-Krohn a débuté ce mercredi 28 novembre 2018 un atelier de formation qui va durer 2 jours. Objectif, outiller les journalistes de connaissances sur la justice transitionnelle, laquelle justice constitue un moteur pour le H-Krohn dans le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. Sylvie Thiemdoré. Des journalistes du Burkina Faso verront leur capacité renforcée en justice transitionnelle 2 jours durant. L'initiative est du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale H-Krohn. Depuis 1960, des événements dont des violations de droits de l'homme, des assassinats politiques ont marqué la vie politique du pays et n'ayant pas été clarifiés, les citoyens sont toujours pleins de rancœur, d'amertume et de frustration. Et le H-Krohn, pour remédier à ces abus et apporter la réconciliation nationale, utilise la justice transitionnelle qui est un ensemble de mesures judiciaires. Avec cette formation, le H-Krohn veut à travers les journalistes informer les populations des enjeux et des défis de la justice transitionnelle dans le contexte de la réconciliation et de l'unité nationale au Burkina Faso. Nous voulons être sûrs que lorsqu'il s'agit de réconciliation nationale, celle qui est notre mission, et lorsque nous parlons de justice transitionnelle, que le contenu que nous accordons à ce terme-là soit partagé de tous. Que ce soit au niveau de tous ceux qui savent lire, écrire, et que ce soit même au niveau de nos populations des villes, des campagnes, des villages, qu'ils sachent en quoi cela rime et pourquoi le H-Krohn a choisi d'emprunter ce mécanisme, d'utiliser ce mécanisme. Une démarche soutenue par les Nations Unies à travers le PNUD. Le pays a été retenu par les Nations Unies en tant que pays pilote pour le concept de paix durable. Et de par ce concept, il est vraiment crucial de faire en sorte que l'on puisse prévenir tous les signaux potentiels de conflit, les capter et faire en sorte que ces signaux n'impactent pas négativement le développement du pays. En plus de la justice transitionnelle, les journalistes seront édifiés sur les missions essentielles du H-Krohn et sur la manière dont il est conduit. Nous parlons d'excellence en milieu scolaire à présent, plus précisément de la 8e journée de l'excellence à Komsilga, une initiative du conseil municipal qui entend encourager et galvaniser les enseignants et les élèves qui se sont démarqués. Serge Bado pour le reportage. Élèves et enseignants de la commune de Komsilga, c'est l'objectif de la 8e édition de la journée de l'excellence de la dite commune. Avec un taux de 79,11%, la circonscription de base de Komsilga c'est ici sur le haut du tableau. Si les résultats sont appréciables, des efforts restent encore à faire selon les représentants des élèves. Des efforts sont
fait, mais beaucoup reste encore à faire. Il manque des tables bancs dans nos écoles. Les livres sont insuffisants et des difficultés de fonctionnement existent dans certaines écoles dues aux difficiles relations entre APE, contexte et écoles. Et pour le premier magistrat de la commune, les préoccupations soulevées par les élèves seront prises en compte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants et des élèves. On a bien noté, le conseil municipal est là, et lors d'une rencontre, on va se voir et puis voir comment accompagner les élèves dans leurs préoccupations. Ce qu'il vient de souligner tout de suite, en matière de livres et autres là, je pense qu'avec le conseil municipal, on va pouvoir gérer ça pour eux. Des sentiments de joie pour ces enseignants qui se sont illustrés par le travail. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que mes efforts ont été reconnus et cela m'interpelle à redoubler plus d'efforts dans l'avenir. Je suis ému, c'est un sentiment de joie, je ne saurais que dire. Si ce n'est pas remercier tous mes camarades, collègues qui m'ont soutenu au cours de l'année pour que je parvienne à ces résultats. Je dis vraiment merci à M. Concorde et à mon directeur qui m'ont vraiment soutenu pour que je parvienne à ces résultats. Nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude, disait le philosophe Aristote. Et la commune de Komsilga veut abonder dans ce sens. Présidentielle à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a confirmé la tenue du second tour en décembre prochain. Andra Joël sera face à Marc Ravalomanana. Les requêtes pour fraude ont été rejetées par la Haute Cour constitutionnelle qui appelle les deux parties à ne pas céder à la provocation. La Haute Cour constitutionnelle a confirmé mercredi le second tour de la présidentielle à Madagascar en décembre et exhorté les ex-chefs d'État et frères ennemis depuis la crise sanglante de 2009 à éviter les provocations. Les deux candidats suivants sont autorisés à passer au second tour. Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, a déclaré le président de la Haute Cour constitutionnelle lors de la cérémonie de présentation des résultats définitifs du premier tour de la présidentielle organisée le 7 novembre. Andry Rajoelina est arrivé en tête du premier tour avec 39,29% des suffrages, devant Marc Ravalomanana, 35,35% selon les chiffres publiés par la Haute Cour constitutionnelle. Pas assez donc pour s'imposer dès le premier tour où 50% des suffrages étaient requis. Le second tour sera organisé le 19 décembre dans cette grande île de l'océan Indien. La Haute Cour constitutionnelle a confirmé mercredi au 10e près les résultats du premier tour publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI qui avait été fortement critiquée par les candidats. Elle a en outre rejeté toutes les requêtes dont elle avait été saisie, notamment la demande du président sortant d'annuler le premier tour. Andry Rajoelina, lui, avait accusé Marc Ravalomanana d'avoir acheté des électeurs le jour du scrutin et dénoncé le logiciel truqué de la CENI. La Haute Cour constitutionnelle a accompli son travail selon l'équité et la droiture, a insisté mercredi son président. Aux deux candidats, éviter les provocations, le peuple malgache n'a pas besoin de troubles, a-t-il prévenu. Andry Rajoelina, au pouvoir de 2009 à 2014, a été le premier à réagir à l'annonce de la Haute Cour constitutionnelle pour accepter les résultats et tendre la main aux électeurs indécis. Le parti HVM de Marc Ravalomanana a aussi respecté la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Le second tour aura un parfum de revanche pour Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, au cœur d'une grave crise politique en 2009 qui s'était soldée par la mort d'une centaine de personnes et la démission forcée du président Ravalomanana. En République démocratique du Congo, les notables de Béni dans l'est du pays ont manifesté contre le massacre de civils, un massacre attribué aux forces démocratiques alliées, des exacerbations qui montent à l'approche des élections de décembre prochain. 6 civils et un rebelle ont été tués lors d'une attaque attribuée au groupe armé ADF dans la nuit de lundi à mardi dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources civiles et militaires. Plusieurs milliers de personnes ont marché mardi matin à Béni pour exprimer leur colère contre l'insécurité, a constaté un témoin sur place. La journée d'aujourd'hui, les notables de la ville de Béni, ils ont choisi la date d'aujourd'hui pour exprimer leur mécontentement et dire non au massacre. Nous voulons voir la communauté internationale à travers la MONUSCO s'est décidée pour afin mettre fin à ces massacres ou carrément que la MONUSCO libère, qu'elle quitte carrément notre ville. Ils ne sont pas... L'attaque a visé une localité située à 30 km du nord de Béni, cible régulière des raids attribués aux forces démocratiques alliées ADF, historiquement des rebelles musulmans ougandais. Le bilan a été confirmé par le porte-parole de l'armée, le capitaine Mak Azukei.
Lundi, 2 autres personnes avaient été tuées sur une route dans une attaque attribuée aux ADF. À Béni, plusieurs milliers de personnes responsables et notables en tête ont marché derrière une banderole indiquant « La notabilité à bout de patience, trop c'est trop ». Les notables vous mettent en garde, vous et le gouvernement congolais. Et ceux-ci disent que vous ne faites jusqu'à rien pour arrêter le massacre. Les notables de Béni, avec toute la population que vous voyez devant votre bureau, se réservent le droit de se prendre en charge. C'est difficile à nous. Nous, la population de Béni, nous dit que stop au massacre. Kwetu sisi tunasema amani, labda kama hiyo haikuwe vitakuwa vitu vingi. Sisi Waislamu wanatusema sisi ndio tunachinja, sio sisi tunataka kwetu amani. La paix, ndio tunalia. Basha tuchinja sana ya kutosha. Ile si hatuyataki kabisa. Kwangu mimi nashirika kabisa. À moins de 4 semaines des élections cruciales prévues le 23 décembre, Béni est aussi sous la menace d'une épidémie d'Ebola qui a fait 240 morts au dernier pointage du ministère de la Santé. Les ADF sont opposés au pouvoir du président ougandais Yoweri Museveni. Ils sont accusés par les autorités congolaises et la MONUSCO d'être responsables de massacres de plusieurs centaines de civils. Ne revendiquant rien de précis, les ADF sont également tenus responsables de la mort de 21 casques bleus depuis décembre 2017. L'armée congolaise et les soldats de l'ONU mènent une intervention conjointe contre ces rebelles depuis 2 semaines. Tournée du prince saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé à Tunis ce mercredi pour une visite de quelques heures dans la capitale tunisienne MBS, comme on l'appelle, a rencontré le chef de l'État Béji Caïd Essebsi et le premier ministre Youssef Chahed. Cette visite intervient dans un contexte de haute tension après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, homme fort de l'Arabie saoudite, a effectué mardi soir une visite controversée à Tunis marquée par des manifestations contre son rôle dans la guerre au Yémen et la répression dans son pays. Mohamed Ben Salman, l'un des premiers membres de la famille royale saoudienne à se rendre en Tunisie depuis la révolution en 2011, a rencontré le président tunisien Béji Caïd Essebsi et dîné avec lui et le premier ministre Youssef Chahed. Le peuple tunisien est très cher pour le peuple saoudien. La relation entre l'Arabie et la Tunisie est ancienne et positive. Notre rôle au sein de l'Arabie saoudite est de continuer à construire ce qui a été construit par ceux qui étaient au pouvoir avant nous. C'est ce que nous faisons en ce moment. Le dirigeant saoudien n'est pas l'invité de la Tunisie, il est ici chez lui, a déclaré Caïd Essebsi en recevant son hôte, soulignant la force des relations bilatérales. Jusqu'à présent, notre relation avec l'Arabie est particulière et grâce à Dieu, les fils, c'est-à-dire les princes héritiers, sont au même niveau que leur père. Nous sommes très contents et je suis fier que le prince héritier me considère toujours comme son père. C'est un honneur pour moi. La présidence tunisienne a simplement indiqué dans un communiqué que les deux hommes avaient évoqué les moyens de renforcer la coopération, notamment économique, la promotion de l'investissement ainsi que la tenue du 30e sommet de la Ligue arabe à Tunis en mars 2019. Après des visites aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et en Égypte, où les pouvoirs en place ont réitéré leur appui au royaume saoudien, quelques centaines de Tunisiens ont accueilli le prince héritier en manifestant au cri de « Dégage assassin ». En Centrafrique, malgré la recrudescence des violences, le cinéma ambulant se rapproche des populations. Un petit groupe de bénévoles parcourt le pays pour projeter des films dans les régions les plus reculées. Le cinéma numérique propose des contenus éducatifs pour sensibiliser sur les problèmes de société. Cette vieille voiture sillonne les routes caouteuses de la République centrafricaine depuis plusieurs mois. À son bord, 3 hommes et 2 femmes. À son arrivée, c'est toujours la même effervescence. Le cinéma numérique ambulant centrafricain parcourt tout le pays, grandes villes et petits villages, pour diffuser des films à la nuit tombée, auprès d'un public qui bien souvent n'a jamais vu un écran. Le cinéma numérique ambulant diffuse des films thématiques, des films qui consistent à sensibiliser la population sur les problèmes auxquels elle se heurte.
Les thèmes abordés sont nombreux, vaccination, mariage forcé ou encore scolarisation des filles. Pour de nombreux Centrafricains vivant dans les régions reculées, le cinéma permet d'appréhender des problèmes de société systématiquement débattus après la projection. Le film que j'ai vu hier sur l'écran géant était très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est l'importance qu'il faut accorder à la scolarité des filles, plutôt que de les faire travailler. Financé par l'UNICEF, l'Alliance française de Bangui et les fonds propres des autres cinémas ambulants d'Afrique, le projet peine à survivre. Les animateurs et techniciens, tous bénévoles, doivent composer avec du matériel vétuste. Nous avons fait une caisse pour mettre le matériel dedans pour protéger à cause de la route, parce que l'état des routes n'est pas bon. Malgré les difficultés, le cinéma ambulant veut poursuivre son chemin en se rapprochant des zones les plus touchées par les années de conflits meurtriers, avec l'espoir de susciter encore du rêve, des émotions et pourquoi pas des vocations. Le ministre sénégalais de la Culture, Abdoulatif Coulibaly, a affirmé mardi que le Sénégal souhaitait la restitution par la France de toutes les œuvres identifiées comme étant celles du Sénégal. Cette demande intervient quelques jours après la publication d'un rapport sur le patrimoine africain commandé par le président Emmanuel Macron. Nous sommes disposés à trouver des solutions avec la France. Si nous avons 10 000 pièces identifiées comme étant originaires du Sénégal, nous souhaitons avoir les 10 000, a déclaré Abdoulatif Coulibaly lors de la présentation à la presse du musée des civilisations noires qui sera inauguré à Dakar le 6 décembre. S'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Maintenant, à moins qu'à plus en plus informés, nous savons que nous avons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais si nous en avons 10 000, nous souhaitons avoir les 10 000. Que notre musée est un musée de portée universelle. Tout le monde y sera. Pour démontrer notre ouverture et notre capacité à dire aux autres, nous existons. Et nous existerons avec vous et en compagnie de vous. Emmanuel Macron doit prendre une décision après le dépôt le 23 novembre à sa demande du rapport de deux universitaires, Bénédicte Savoie et du Collège de France. Ce rapport suggère notamment un changement radical de la loi française sur le patrimoine pour redonner à l'Afrique une partie de son patrimoine. Les travaux du nouveau musée avancent bien. Nous serons prêts le 6 décembre pour l'inauguration par le président Macky Sall, a déclaré le directeur du musée des civilisations noires, Amadi Bokoum, lors de la conférence de presse. Nous sommes différents, nous sommes très proches. Qu'on soit européens, asiatiques, américains, africains, toutes ces sociétés ont produit des masques. Souvent, ces masques disent la même chose, mais ils ne le disent pas de la même manière. Il ne s'agit pas, une fois de plus, du musée du noir, mais du noir dans le temps du monde. Des ministres et des professionnels de la culture de plusieurs pays à travers le monde sont attendus pour l'occasion dans la capitale sénégalaise. Le gouvernement du Sénégal est fier d'avoir réussi à mettre en place ce joyau. C'est félicité Coulibaly. Le gigantesque bâtiment situé dans le centre-ville de Dakar est un don de 20 milliards de francs de la Chine qu'il a également équipé pour 2 à 3 milliards, a-t-il ajouté. L'idée du musée des civilisations noires au Sénégal avait été placée par le président poète Léopold Sédar Senghor, premier chef d'État du Sénégal, lors du premier festival mondial des arts nègres organisé en 1966 au Sénégal, mais les travaux n'ont été lancés que sous la présidence d'Abdoulaye Wade. L'architecture du nouveau musée en face du Grand Théâtre National est inspirée des cases rondes africaines, en particulier celle de Casamance, la région du sud du Sénégal, selon Bokoum. Pouvant accueillir 18 000 pièces sur une surface de 14 000 mètres carrés, il prévoit de mettre en exergue la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique. La métallurgie du fer, qui a été découverte en Afrique 2500 ans avant Jésus-Christ, a souligné Bokoum, en regrettant toutefois que d'initiateurs nous sommes devenus un désert industriel. Et puis du sport pour refermer ce journal. Ça commence bien pour les deux clubs burkinabés engagés en campagne africaine. La SFB et le Salita sont respectivement maîtrisés leurs adversaires, le Cotton Sport de Garoua du Cameroun et le Wakria de la Guinée. Retour sur ces deux confrontations avec Assami Touré.
En Coupe de la Confédération africaine, le Salitas a été plus fort que son adversaire de la Guinée, le Wakria. Pour ce match aller, il était important d'avoir la victoire et Salitas a compris cela. En première période, le jeu était décousu avec beaucoup de méfiance. Et c'est en seconde partie que tout s'est joué. Conscient qu'à domicile, le match nul est contraignant, le coach Lagui Coulibaly procède par des changements. Il injecte Aboubakar Sidiki Traoré. Aussitôt sur le terrain, il tente sa chance sur un coup de pied arrêté et c'est l'ouverture de la marque. Première touche de balle, but pour Salitas et on joue 81 minutes. Après ce premier but, Salitas continue de pousser et obtient un second à la 90e minute grâce à Herman Nikiema. 2-0 score final, le Salitas démarre bien sa campagne africaine. Je suis content d'abord de la victoire, c'est important. Leurs prestations aussi, je ne suis pas déçu de ça. Ils se sont battus et le résultat est là. Et c'est ça qu'on les demande surtout. Je crois qu'ils ont bien compris le message parce qu'ils ne jouaient pas pour le Salitas seulement. Je crois qu'ils jouaient tous. Nous jouons, c'était pour le peuple burkinabé. L'adversaire a un bon milieu de terrain et de bons couloirs. Ils aiment jouer sur le milieu de terrain et les couloirs. C'est à nous maintenant de travailler, essayer de fermer les couloirs et le milieu de terrain. Essayer de mettre un peu d'intensité au match retour et conserver les buts. Bien est fait, c'est un match de football, tout peut arriver. Donc c'est à nous maintenant de savoir jouer à Conakry là-bas et puis se qualifier. Tout comme le Salitas, l'AS Fonctionnaire également fait son boulot en battant le Coton Sport de Garoua en Ligue des champions africaine 3-1. Bon départ donc pour nos deux clubs engagés en campagne africaine. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous. Bonne suite sur Truy TV.